chevelu chez l'enfant, expérience du laboratoire de parasitologie mycologie du CHU Ibn Rushd de Casablanca. Les thèmes constituent un motif fréquent de consultation en pratique médicale, surtout des enfants à bas niveau d'hygiène. Les dermatophytes sont des champignons filamenteux, kératinophiles et kératinolytiques. L'examen mycologique demeure l'outil indispensable pour confirmer le diagnostic, identifier l'espèce en cause, guider le traitement et la prophylaxie. Cette étude a pour objectif de déterminer la prévalence des teintes de cuir chevelu chez nos patients et identifier les espèces responsables de ces teintes. Cette étude rétrospective a été réalisée sur une période de 5 ans, entre janvier 2017 et décembre 2021, chez des enfants adressés au laboratoire de parasitologie mycologie pour le diagnostic d'une teinte de cuir chevelu. Chaque enfant fait l'objet d'un prélèvement mycologique du cuir chevelu. Pour chaque prélèvement, un examen direct après éclaircissement au lactophénol est réalisé à la recherche d'éléments fongiques et pour la détermination du type de parasitisme pilaire. La culture sur les milieux de Saburo pendant 3 à 4 semaines est effectuée pour l'isolement et l'identification éventuelle de dermatophytes. Au total, 138 enfants ont bénéficié d'un prélèvement mycologique du cuir chevelu durant la période d'étude. Le diagnostic de teinte de cuir chevelu a été confirmé dans 64 cas, soit 45,3%. La majorité des patients avaient un âge entre 8 et 12 ans, soit 75% moins de 12 ans, avec une moyenne d'âge de 9 ans. Le sexe ratio était de 2,3. Cliniquement, le diagnostic de teinte de cuir chevelu est évoqué devant un aspect de teinte tendante dans 90%. L'examen direct était positif dans 56 cas, soit 87%, et la culture dans 59 cas, soit 92%. 51 patients avaient un examen direct et une culture positive, et 5 patients avaient un examen direct positif avec une culture négative. Ceci peut être expliqué par la prise d'un traitement antifongique avant la réalisation du prélèvement. L'examen mycologique direct positif dans 56 cas a montré une prédominance du parasitisme ectotrix avec un pourcentage de 89,3%. Durant la période d'étude, Microsporum canis était prédominant chez 67% des agents contre 12% de Trichophyton violacea. Les teintes de cuir chevelu touchent préférentiellement l'enfant d'âge scolaire et préscolaire. La moyenne d'âge dans notre série était de 9 ans, avec des extrêmes allant de 4 à 15 ans. Nos résultats sont comparables à d'autres séries tunisiennes, dont l'âge moyen des patients atteints de teinte était de 7,6 ans. Dans notre étude, la teinte du cuir chevelu a touché plus fréquemment les garçons, avec un pourcentage de 70%. La prévalence des teintes de cuir chevelu chez les garçons peut être expliquée par la présence plus importante de garçons jouant en dehors de leur domicile et qui sont plus en contact avec les chats et les chiens errants. La comparaison des résultats avec des études antérieures du service montre une régression continue des teintes de cuir chevelu anthropophiles à Trichophyton violacea avec augmentation des teintes zoophiles à Microsporum canis. Ces résultats ont été observés également dans d'autres enquêtes effectuées à Rabat, à Sousse et en Jordanie. Ceci peut être expliqué par l'amélioration des conditions d'hygiène et le changement de nos habitudes sociales avec une cohabitation plus fréquente avec les animaux de campagne. Les teintes du cuir chevelu ont une bonne évolution sous traitement antifongique qui repose sur le lavage des cheveux, un antifongique local à base de kétoconazole et gryséofulvine par voie orale avec une posologie de 10 mg par kilo par jour pendant 6 à 8 semaines. Il est à noter que la forme pédiatrique n'est plus disponible au Maroc. D'où l'intérêt des mesures prophylactiques à adapter selon l'espèce diagnostiquée ou suspectée, qui repose sur l'individualisation des objets de toilette, les enquêtes dans l'entourage et l'enquête chez les animaux de compagnie. Concernant l'éviction scolaire, elle n'est pas nécessaire pour les teintes zoophiles et retour en classe dès que le traitement est démarré. En conclusion, notre étude montre que les teintes restent un problème d'actualité au Maroc chez les enfants. Les teintes zoophiles à Microsporum canis restent prédominantes. Le suivi régulier de l'épidémiologie des teintes de cuir chevelu dans notre contexte est primordial pour adapter les mesures préventives. Et merci pour votre attention. Merci pour la qualité de cette présentation, bien résumée. Personnellement, j'ai appris des choses parce que vous nous dites que l'épidémiologie a changé, donc il y a la régression de certains types grâce à l'amélioration des conditions d'hygiène. Par contre, il y a l'émergence de d'autres parce que les habitudes et l'adoption de certains animaux domestiques, donc il y
Et les problématiques de médicaments, on n'a pas d'égal unique adapté à l'enfant. Donc, merci beaucoup. Oui, c'est pour se faire. Est-ce qu'il y a une prédisposition génétique? Non, je voulais seulement, est-ce que la forme la plus fréquente, Ganis, est-ce qu'elle est due au contact avec le chien? Oui. Oui, chat et chien. Pour le traitement, donc local, il est suffisant, vu que la forme... C'est une bonne question. Oui. Est-ce qu'il Vu est que la forme n'est suffisant? plus disponible au Maroc, Pardon? vu que la forme pédiatrique n'est plus disponible au Maroc, Est-ce que le traitement local il est pas suffisant? Est-ce qu'il se pose la question? prévenir avant de traiter, mais c'est le seul moyen selon là. Vous traitez localement là-bas, est-ce que ça donne de bons résultats? Mais généralement, on voit pas, parce qu'on est des biologistes, on C'est- voit pas l'évolution des maladies. Est-ce qu'ils ont l'expérience de ce traitement local uniquement? Il y a quelqu'un qui peut répondre. Oui, c'est ça. Parce que pour moi, le traitement local, c'est vrai, n'est pas suffisant. Ouais, c'est pas suffisant. L'association locale et oui, il faut. Parce que la générale, Pas elle est de plus général. disponible en forme pédiatrique. Mais on continue à donner les formes orales. C'est un traitement qui est astreignant, de longue durée. S'il y a une réponse positive à votre question, ce sera une bonne chose. Ce qu'on fait, ça en écrase les comprimés. Oui, même c'est... Ouais. Mais, Ouais, excusez-moi, local et... Oui, la question que je voulais poser, c'est ceux qui ont une expérience du traitement local seul, quel est le retour par rapport au traitement local? Est-ce qu'au bout de 6 à 8 semaines, vous avez une régression des symptômes ou non? Vous avez une bouche de réponse sur Ousmane? Oui, non, moi je fais un traitement local et un traitement général. Les deux. Le conazole pendant 4 semaines, 6 semaines, mais il faut un traitement oral. Mais Voilà. je voulais savoir, est-ce que ceux qui n'utilisent que le traitement local ont un bon résultat pour qu'on puisse... Parce que vous dites que les formes orales ne sont pas disponibles ici. Ouais. Nous, en fait, en pédiatrie générale à Marrakech, on voit beaucoup les thèmes du chat. Les enfants qui ont des petits chatons, donc on voit les lésions au niveau du corps, mais aussi au niveau des cheveux. Et c'est vrai, les lésions au niveau du corps, le traitement local, ça suffit. Quand on a des lésions au niveau des cheveux, on associe automatiquement au traitement par voie orale et comprimé. Et souvent, on donne en fait un mois et demi, et c'est suffisant. Et les thèmes qu'on a donnés, c'est plus dans les campagnes, dans les milieux ruraux. Et là, c'est peut-être le calice. Merci. C'est pas le même. Merci beaucoup pour ces précisions. Donc, on est obligé de passer, donc on va reprendre les parasites intestinales. Cher maître, honorable assistance, permettez-moi de vous présenter un bref aperçu de notre travail intitulé « Les parasitoses intestinales chez l'enfant au centre hospitalier Ibn Rushd de Casablanca ». En introduction, les parasitoses intestinales constituent un véritable problème de santé. Au Maroc, la croissance démographique, l'immigration, les conditions climatiques, le niveau socio-économique et l'hygiène présentent des facteurs favorables pour l'extension du parasitisme intestinal. Les parasitoses intestinales constituent un motif fréquent de consultation en pratique médicale, surtout chez les enfants. L'examen de certitude repose sur l'examen parasitologique des selles qui met en évidence des différentes formes de parasites. Donc, il s'agit d'une étude rétrospective réalisée sur une période de 5 ans, entre janvier 2017 et décembre 2021, chez des enfants qui ont bénéficié de prélèvements de selles reçus pour recherche de parasites intestinaux, chez des enfants hospitaliers ou consultants à l'hôpital d'enfants Abdelrahim Harouchi. Citons quelques recommandations à prendre en considération avant chaque examen parasitologique des selles. Éviter les aliments qui laissent des résidus ou qui colorent les selles, comme les légumes secs, les fraises, tomates, betteraves. Interrompre les médicaments à action antiparasitaire, antibiotiques, qui agissent sur la flore intestinale, comme les laxatifs et les absorbants divers. Le recueil doit être dans un récipient sec et propre, à fermeture hermétique. Un examen parasitologique des selles, c'est une série de 3 prélèvements à quelques jours d'intervalle pour éviter la période du silence parasitaire. Donc, devant chaque examen parasitologique des selles, un examen à l'état frais et après 2 enrichissements par 2 techniques, Ricci et Beilinger, sont à réaliser. Des techniques spéciales sont à indiquer, comme l'enrichissement de Willis à la recherche d'helminth est effectué devant la notion d'hyperéosinophilie sanguine, de prurite anal et ou cutanée. Un scotch test anal est réalisé systématiquement devant la notion de prurite anal, la recherche d'oocyste et de cryptosporidie par la coloration des initiales modifiées est systématiquement effectuée devant toute notion d'immunodépression, de diarrhée ou sels liquides ou semi-liquides. Passons aux résultats.
Au total, 2246 enfants ont bénéficié d'un diagnostic, dont 2168 d'un EPS et 78 d'un Scotch test anal durant la période d'étude. Le diagnostic des parasitoses intestinales a été confirmé dans 318 cas, soit 14%. La majorité des patients avaient un âge entre 4 et 8 ans, soit 51%, avec une moyenne d'âge de 9 ans. Le sexe ratio était de 1,4. Cliniquement, le diagnostic des parasitoses intestinales est évoqué devant les diarrhées dans 48% des cas, des douleurs abdominales dans 15% des cas, la déshydratation dans 4% des cas, un retard staturopondéral et prurite anal dans 3%. Durant la période d'étude, les protozoaires étaient prédominants dans 309 cas, soit 97% des cas. Blastocystis sp présente 44% du total des protozoaires. Ici, on a un tableau qui résume les pathogènes retrouvés. On a trouvé Blastocystis sp, 44% des cas, Entamoeba histolytica, 33%, Giardia intestinalis, Crypto et Cryptosporidium sp, Isosporabelli et Trichomonas intestinalis, 1%. C'est les protozoaires pathogènes. Et on a noté 3% d'helminthias représentés essentiellement par Enteromius vermicularis. 70% des cas présentaient un polyparasitisme, dans 85% des cas avec 2 parasites, 14% 3 parasites et dans 1% association de 4 parasites. Dans notre étude, le polyparasitisme était retrouvé chez 30% des cas, plus fréquemment retrouvé dans notre population. En concernant les protozoaires, cela peut être justifié par le fait que plusieurs espèces de cet embranchement ont le même mode de transmission. La clinique est non spécifique, est généralement évoquée devant une diarrhée non fébrile et surtout des douleurs abdominales. La pathogénie des parasitoses intestinales est variable, mais qui témoigne toutefois un manque de niveau d'hygiène des mains ou des aliments. Grande fréquence du parasitisme à protozoaire, blastocystis, donc pour des parasitoses intestinales qui nécessitent une technique spécialisée, on fait des recherches plus spécifiques, d'où l'intérêt des renseignements cliniques. En conclusion, des mesures préventives s'imposent, notamment la sensibilisation de la population en insistant sur l'importance de l'hygiène des mains, la lutte contre le péril fécal. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette belle présentation. Il y a des questions. Vous avez essayé de faire une corrélation entre les différents parasites avec le tableau clinique. Quand on parle parasitose, c'est tout un monde, surtout ce que j'ai constaté moi. Là. Donc c'est souvent le répond histolytica, Entamoeba histolytica, forme kystique qui est très fréquente. Est-ce qu'il faut traiter ou pas? Est-ce qu'il est responsable de la symptomatologie pour laquelle se présente l'enfant? Normalement, une clinique non spécifique. Bien que je sais que la grande partie des pédiatres, donc, on commence par ce qu'on appelle le déparasitage. Est-ce qu'il est toujours fondé sur des données scientifiques ou bien selon le terrain? Donc, on est à la phase. Je suis étonné par le profil des parasites qui ont été retrouvés, comme vous dites, avec Entamoeba histolytica et Giardia intestinalis. C'est un autre type de traitement. Voilà. Est-ce que, comme vous dites, est-ce que s'il y a des formes que s'il faut traiter ou non? C'est le profil. Je ne sais pas sur le plan clinique, qu'est-ce qu'ils font? Nous, on a l'habitude des autres parasites, ascaritoses, etc. Mais ici, c'est un autre profil. C'est un peu gênant par rapport à l'approche thérapeutique. Si le laboratoire répond beaucoup, les amibes. Ici, c'est très fréquent, je sais pas ce qu'il y a. C'est la plus responsable des diarrhées. Normalement, c'est ça. vous pouvez déjà vous demander la demande de recherche de parasites demande des diarrhées. C'est elle qui fait le tableau de diarrhée, qui fait le tableau aigu. Moi-même, pour le diagnostic de la giardiase, parfois, c'est pas facile. Une parasito habituelle peut être négative. En tant que gastro, je la trouve sur l'histologie, donc c'est la biopsie. C'est le même. C'est juste pour. C'est un parasite qui est très fragile. Vraiment, on nécessite des selles qui sont fraîchement émises. C'est le problème du pré-analytique du prélèvement. Je pense qu'il faut toujours confronter avec la clinique. Avec l'unique. L'enfant qui est fébrile, qui a des arrières au son corps, il faut traiter. Après, voilà, il faut à un moment savoir arrêter de traiter, parce qu'on a beaucoup aussi, quand on fait les contrôles des parasitos, entre les formes cystiques
des fois pendant 1 an. On ne va pas mettre un bébé ou un enfant âgé pendant 1 an. Bon sang. Est-ce qu'il y a des cas de parasitose avant 1 mois? Avant 1 mois. Les habitudes, maintenant, on reçoit oui, chez les petits nourrissons, des bébés, on m'adresse avec aux examens CoPro, etc. Ça répond via. Donc là, il faut discuter avec les gens de laboratoire, peut-être de refaire l'examen et de voir, de corréler ça avec la symptôme. C'est la diarrhée. Donc s'il n'y a pas d'autre explication à cette diarrhée, donc oui, juste, merci pour cette présentation. Moi, je voulais juste, parce que vous avez parlé de parasitose avant 1 mois. Nous avons eu un cas d'occlusion néonatale sur Ascaris. Avant 1 mois. Non, néonatal. Néonatal. On n'a pas compris comment les Ascaris étaient arrivés chez le nouveau-né. Les parents. Le nouveau-né ou l'Ascaris? N'enfonce pas le clou. On n'a jamais su. Oui, ça fait un peu bizarre. Avant 1 mois, ça c'est une infestation massive. Donc ça veut dire que c'est l'environnement certainement. On ne sait pas quel biais, on ne sait pas. Vraiment, on ne sait pas. C'est de grosses choses. Donc on passe à la 3e communication. On change un petit peu de profil. Donc la pénicillinologie, l'expérience de l'hôpital militaire d'instruction 2005 à Rabat. Donc docteur Nahi, de l'équipe de professeur Abel Kassim et professeur Agatha. Elle est prête à gérer. Le temps passe. Pour les problèmes techniques, ce n'est pas la responsabilité. Là, il ne savait pas quelle salle on communique. On va leur prendre la responsabilité des récipients. On passe à l'éducation. Donc on passe à la communication suivante, le profil de syndrome inflammatoire multisystémique pédiatrique, MISC. Donc l'expérience de l'hôpital universitaire à Cheikh Khalifa. Donc c'est comme vous dites, le professeur Benenza, professeur Charles. 5 minutes. Bonjour chers maîtres, chers confrères. Donc c'est un honneur pour moi aujourd'hui de participer à ce congrès. Permettez-moi de vous présenter un bref résumé de mon travail intitulé « Les aspects cliniques et évolutifs du syndrome inflammatoire multisystémique chez l'enfant à propos de 20 ans ». Expérience de l'hôpital Cheikh Khalifa de Casablanca. Donc, comme on le sait, l'infection par le virus SARS-CoV-2 a endeuillé le monde, surtout dans la population adulte. Les enfants semblaient être épargnés des formes sévères de la maladie Covid-19, mais les complications inflammatoires de cette maladie ne sont cependant pas rares. Elles peuvent être mortelles, surtout en cas de retard diagnostique et de prise en charge. C'est l'illustration même du syndrome inflammatoire multisystémique post-Covid-19.
qui est très similaire à la maladie de Kawasaki, mais avec une morbidité plus élevée. L'objectif de mon étude est de décrire le profil épidémiologique, clinique, paraclinique, ainsi que thérapeutique et évolutif des 20 premiers enfants marocains admis pour suspicion de PIMS. Donc c'est une étude de cas rétrospective, descriptive et comparative portant sur 20 cas d'enfants. Elle a été réalisée au sein des services de réanimation pédiatrique et d'hospitalisation mère-enfant sur une période de 18 mois, allant du mois d'octobre 2020 au mois d'avril 2022. Nous avons inclus tous les enfants d'un âge inférieur à 18 ans qui répondaient à la définition du PIMS. Donc nos résultats concernant les données épidémiologiques, l'âge moyen de nos patients était de 5 ans avec des extrêmes d'âge allant de 12 mois à 10 ans. Et concernant le sexe des patients, 11 étaient des filles et 9 des garçons avec un sexe ratio de 0,8. Donc concernant le profil clinique de nos patients, le délai moyen d'hospitalisation était de 6 jours avec des intervalles allant de 1 à 20 jours et la durée moyenne d'hospitalisation était de 9 jours avec des intervalles allant de 4 à 20 jours. La fièvre a été retrouvée chez tous nos patients avec une température moyenne de 39,5 degrés et une durée moyenne de 8 jours. Tous les patients ont présenté des signes cutanéo-muqueux. On a retrouvé 18 cas de conjonctivite bilatérale non purulente et de kéélite, 17 cas d'éruption cutanée généralisée, 15 cas d'œdème et d'érythème des extrémités et 5 cas de desquamation de siège. Donc voici quelques images qui illustrent l'atteinte cutanéo-muqueuse dans notre série. Donc sur la figure 1 et 2, on observe un œdème et érythème des extrémités. Sur la troisième figure, une kéélite hémorragique. Sur la quatrième figure, une langue framboisée. Sur cette image ci-dessous, une conjonctivite bilatérale non purulente. Sur les figures 6, 7 et 8, des exemples de rage cutanée que nous avons observés. Une desquamation de siège importante chez cet enfant. Et l'examen physique, il a mis en évidence des adénopathies cervicales chez 11 patients. Concernant les signes digestifs, ils ont été signalés chez 11 patients sur 20, notamment 5 cas de diarrhée non glérossanglante, 6 cas de douleur abdominale aiguë et 8 cas de vomissement. Et chez un patient, on a retrouvé un aspect d'iléite avec un magma d'adénopathie profonde. Donc, comme on peut le voir ici, un magma d'adénopathie profonde avec un aspect d'iléite. Concernant les complications cardiaques, elles ont été rencontrées chez 6 patients. On a retrouvé 3 cas de dilatation coronaire, 2 cas de myocardite aiguë, dont un avec un épanchement péricardique et une avec une HTAP. Et on a retrouvé un cas d'anévrisme également. Et parmi ces patients, 3 présentaient une hypotension artérielle. Les signes respiratoires étaient plus rares. Seuls 8 patients ont décrit une toux, soit 40% de nos patients. Concernant le profil paraclinique, on a retrouvé bien évidemment un syndrome inflammatoire très important avec des taux élevés de CRP, de ferritine, VS et des dimères. Une complication rénale a été notée à type d'insuffisance rénale aiguë fonctionnelle chez 3 patients qui avaient d'ailleurs une symptomatologie cardiaque associée. L'atteinte hépatique, on a retrouvé une cytolyse marquée chez 3 patients également et le myélogramme a mis en évidence un syndrome d'activation macrophagique chez 3 patients. Donc, concernant le traitement, tous les patients ont bénéficié d'un traitement symptomatique, d'une antibiothérapie, de perfusion d'immunoglobulines polyvalentes et d'aspirine. 16 patients ont nécessité une adjonction de corticoïdes. 3 patients instables ont eu recours à des drogues vasoactives ou un remplissage en raison d'une hypotension artérielle importante. Et un patient a nécessité un anticoagulant et un diurétique. Donc, nous allons à présent discuter les particularités de nos résultats. Donc, concernant le profil épidémiologique, nous avons remarqué une population plus jeune au sein de notre échantillon que décrit dans la littérature. Donc, on a retrouvé un âge moyen de 5 ans. On a retrouvé également une prédominance féminine et non masculine. Cliniquement, nous avons remarqué dans notre étude que tous les patients avaient des signes cutanéo-muqueux et une fièvre prolongée, ce qui a facilité le diagnostic positif. La symptomatologie digestive était fréquente, mais elle était de gravité moindre dans notre échantillon. Donc, nous n'avons pas eu de cas d'appendicite ni recours à une laparotomie exploratrice. Quant à l'atteinte cardiaque, elle était importante, mais l'évolution était favorable avec disparition des lésions à 1 mois, de même pour l'atteinte rénale en quelques jours. Le traitement il était similaire à celui préconisé dans la littérature. La seule particularité dans notre étude, c'est qu'aucun enfant n'a nécessité d'oxygénothérapie telle qu'une ventilation mécanique ou une ECMO, et aucun décès n'a été notifié à court et à moyen terme, donc le pronostic était plus ou moins favorable dans notre population. Donc pour conclure, nous pouvons affirmer que le syndrome inflammatoire multisystémique est une forme grave liée au SARS-CoV-2 chez les enfants. L'atteinte cardiaque nécessite une prise en charge rapide et un suivi rigoureux et elle conditionne tout le pronostic de cette maladie. Je vous remercie de votre attention.
Professeur Wayed. J'ai un petit commentaire sur cette série de pins. Oui. Qu'est-ce qui vous a permis de faire la part entre le Kawasaki et le pins? Oui, c'est bien. Parce que je pense que là, vous avez beaucoup de cas de Kawasaki. C'est des Kawasaki qui coïncident avec le... Oui, c'est des maladies qui sont très similaires et c'est toujours très difficile de faire la part des choses. Déjà, vous ne parlez pas du tout de la lymphopénie, c'est important. Dans le PIMS, on a beaucoup plus d'attaques myocardites que d'attaques coronaires, de dilatation d'anévrisme. Donc, peut-être que vous avez des cas qui sont plus des Kawasaki que des PIMS. Est-ce que c'est juste la sérologie qui vous a permis de rattacher la sévérité? Est-ce que tous sont sérologie positive? C'est un peu difficile de faire la part entre les deux tableaux cliniques. Vous avez travaillé un petit peu avec la troponine, les enzymes cardiaques? Oui. Elles étaient comment? Elles étaient positives. Pour les atteintes cardiaques? Pour les atteintes cardiaques, c'est-à-dire pour les myocardites ou pour les anévrismes? En fait, pour l'anévrisme, un malade. Pour les atteintes cardiaques, les myocardites, tous les malades qui avaient des enzymes positives. Pour l'indication des anticoagulants, c'était quoi? Un malade qui avait une myocardite avec les enzymes musculaires très élevées, donc initialement avec des tumeurs on n'arrivait pas à les contrôler. Donc vraiment après les immunoglobulines et tout, donc c'est pour ça qu'on a démarré. Une question par rapport à l'antibiothérapie, j'ai dit que 100%, parce que ça a été démarré initialement. Initialement, mais après. Voilà, c'est à prendre en compte. D'accord. Voilà, pour la présentation concernant la pénicillinérie, il y a un problème technique, donc on va essayer de la reprogrammer dans une autre session de dommage. Voilà, merci beaucoup. Donc on vient à terme de cette session de communication. On a une équipe technique là. On va prendre vous allez réduire c'est des mecs reste dans ça. Allez-y, donc vous avez 4, 5 minutes. Chers maîtres, chers confrères, permettez-moi de vous présenter cette communication sur la phénylcétonurie à propos de 15 cas diagnostiqués et suivis au service de pédiatrie à l'hôpital militaire d'instruction Mohamed V de Rabat. La phénylcétonurie est une maladie autosomique récessive due à un déficit en phénylalanine hydroxylase ayant pour conséquence l'accumulation de la phénylalanine qui est toxique pour le système nerveux central. Le diagnostic est difficile pour les patients non dépistés qui peuvent avoir une présentation clinique très variable. Non traitée ou traitée tardivement, la phénylcétonurie est responsable de séquelles neurologiques sévères et irréversibles durant l'enfance. L'objectif de ce travail est d'étudier le profil épidémiologique, les caractéristiques cliniques, paracliniques, les moyens diagnostiques et thérapeutiques de la phénylcétonurie dans une cohorte marocaine de 15 patients. Il s'agit d'une étude rétrospective, descriptive d'une cohorte de 15 patients atteints d'une phénylcétonurie classique, prise en charge au service de pédiatrie de l'hôpital militaire de Rabat entre janvier 2006 et septembre 2019. Un seul cas a été dépisté et traité avant l'apparition des signes cliniques. Les 14 autres cas ont été diagnostiqués et traités tardivement.
Le diagnostic de phénylcétonurie a été suspecté sur la base de manifestations cliniques et par la suite a été confirmé par élévation du taux de la phénylalanine dans le sang. Sur le plan épidémiologique, c'est une cohorte de 15 patients appartenant à 13 familles. La consanguinité a été retrouvée dans 67% des cas. On a retrouvé 2 cas familiaux dans les 13 familles, avec une prédominance féminine, avec un sexe ratio à 0,66. L'âge au moment de l'étude était entre 2 et 21 ans. L'âge moyen au début des symptômes était de 10 mois et demi. L'âge médian au moment du diagnostic était de 4 ans et 9 mois, avec des extrêmes entre 1 mois et 9 ans. Donc, comme vous le voyez sur le tableau, 2 patients de notre série ont été diagnostiqués avant l'âge d'1 an, dont une avant l'âge d'1 mois, alors que 7 patients, soit 47%, ont été diagnostiqués après l'âge de 4 ans, d'où le retard diagnostique et notamment de la prise en charge. Sur le plan clinique, 87% des cas avaient un teint et des cheveux clairs avec une odeur moisie des urines. 80% des cas avaient un déficit intellectuel, dont 20% étaient un déficit sévère. Une agitation et une hyperactivité ont été retrouvées dans 60% des cas. On a également noté des convulsions chez 4 patients, soit 27% des cas, avec 2 patients avaient un syndrome de West et 2 autres des convulsions tonico-cloniques généralisées. 3 patients avaient un trouble du spectre autistique et dans 13,% des cas, on a retrouvé un eczéma. Donc, comme vous voyez sur les images, quelques patients de notre série, chez qui on remarque clairement le teint et les cheveux qui sont clairs, d'où l'intérêt de penser à la phénylcétonurie devant toute association d'un retard psychomoteur ou trouble neurologique avec un teint et cheveux clairs. Sur le plan paraclinique, le diagnostic a été confirmé par le dosage de la phénylalanine qui était élevé chez tous nos patients avec une moyenne de 1800 micromoles par litre, avec une maximale de 2700 et une minimale de 900 micromoles par litre. Le G a été demandé chez 7 patients, qui est revenu normal chez 3 patients et pathologique chez 4 autres patients. 2 patients qui avaient le syndrome de West, chez qui on a retrouvé à l'EEG un pattern dipsarythmie, et les deux autres patients avec épilepsie généralisée, on a retrouvé des décharges épileptiques généralisées. Concernant l'imagerie cérébrale, la TDM a été normale chez 3 patients, l'IRM cérébral a été demandé chez 4 patients, retrouvant une atrophie cérébrale chez 2 patients. La prise en charge a été commune chez tous nos patients, notamment un régime diététique contrôlé en phénylalanine, riche en tyrosine avec apport d'autres acides aminés par substitut protéique. Les antiépileptiques ont été prescrits chez les patients avec syndrome de West à base de vigabatrin ou Sabril et à base de valproate de sodium chez les 2 patients avec épilepsie généralisée. Tous nos patients ont bénéficié d'une rééducation psychomotricienne, orthophonique et fonctionnelle, et aussi une prise en charge psychologique. L'évolution a été marquée par une légère amélioration avec disparition des crises convulsives pour les patients présentant une épilepsie. Et comme vous le voyez, ces photos de la petite Aya âgée de 4 ans, diagnostiquée de la phénylcétonurie à l'âge de 4 mois et demi, et qui présentait un syndrome de West. Sur le plan biologique, l'évolution a été marquée par la normalisation des chiffres de la phénylalanine dans le sang durant le suivi de nos patients. Pour conclure, je vous présente des vidéos de ces 2 patients qui sont frères et sœurs. Hiba, âgé de 3 ans, diagnostiqué précocement à l'âge de J20 de vie, dans le cadre d'un dépistage familial d'un cas index, chez qui on remarque un bon développement psychomoteur. Contrairement à son frère Mehdi, âgé de 13 ans, diagnostiqué et pris en charge tardivement à l'âge de 10 mois, chez qui on voit le retard psychomoteur avec trouble du spectre autistique. L'image à gauche en blanc et noir présente 2 cas familiaux de phénylcétonurie dont le diagnostic, la prise en charge était semblable à celle de nos patients, donc soulignant l'intérêt du dépistage néonatal de la phénylcétonurie. Ceci pour dire que le diagnostic précoce de la phénylcétonurie et la bonne réponse au régime contrôlé en phénylalanine nous incite à plaidoyer pour un programme national de dépistage néonatal de la phénylcétonurie pour prévenir le retard mental dans notre pays.
et merci pour votre attention.